En 1536, après 25 ans de faste, de gloire et de splendeur, le règne du roi Henri VIII marque un tournant. Ce sera la pire année de sa vie. Un accident lors d'un tournoi lui a laissé une plaie douloureuse à la jambe. Faute d'avoir pu lui donner un héritier, sa deuxième femme, Anne Boleyn, est exécutée. Et il va être confronté à la première grande révolte de son règne. Cette même année, Henri VIII s'interroge sur sa mort, sa virilité et la loyauté de ses sujets. Son monde semble s'écrouler. Je m'appelle Tracy Borman et je vais vous raconter l'histoire du roi le plus fascinant d'Angleterre à travers les hommes qui l'ont entouré et influencé tout au long de sa vie. Parmi eux, certains sont passés à la postérité, d'autres sont restés méconnus. Pour surmonter cette année noire, Henri fait appel à tous les hommes qui gravitent autour de lui, conseillers, ministres, peintres et médecins. Mais il ne sort pas indemne des épreuves qu'il a traversées. Il devient plus vulnérable. Il se montre de plus en plus intraitable avec les hommes de son entourage qui se retournent contre lui. En janvier 1547, les jours d'Henri VIII sont comptés. C'est un roi obèse, maussade et rongé par la douleur. Sa santé décline. Le 28 janvier marquera la fin de son règne, qui a commencé dans la joie et l'allégresse. Il est bien loin l'homme charmant, athlétique et débordant de vie qui est monté sur le trône 36 ans plus tôt. Il est intelligent et perspicace. Il parle plusieurs langues. On pourrait presque dire qu'il correspond au cliché de l'homme de la Renaissance et du roi de la Renaissance. Mais tout bascule en 1536. Henri VIII est gravement blessé lors d'une joute et la plaie va le tourmenter pour le restant de ses jours. Sa femme, Anne Boleyn, enceinte de l'héritier mâle tant attendu, fait une fausse couche. Plus tard, elle est décapitée. Son fils illégitime, Henry Fitzroy, meurt. Et la rupture avec Rome divise le pays. Toutes ces épreuves ont un profond impact sur le caractère du roi. Le roi devient paranoïaque. Et cette folie de la persécution vire au sadisme. Il prend plaisir à terrifier les gens. Il aime être imprévisible. Le revers de fortune d'Henri VIII coïncide avec l'ascension d'un de ses hommes. 1536 est peut-être une année terrible pour Henri, mais pour Thomas Cromwell, les choses prennent une tournure favorable. Il convainc le roi de se débarrasser de la dangereuse Anne Boleyn. Il est fait baron de Wimbledon et chevalier de la Jarretière. Tel un premier ministre avant l'heure, Thomas Cromwell exerce une influence considérable sur le règne d'Henri VIII. Mais tout en servant le monarque, il poursuit ses propres intérêts. C'est un roturier avide de se faire une place dans le monde de la royauté et de l'aristocratie.
Il veut faire partie des premiers cercles de la cour, auxquels les nobles appartiennent par leur naissance. En gravissant les échelons du système judiciaire, il a pu accéder à la petite noblesse. Mais il ne se trouve pas tout en haut de l'échelle sociale. Ses origines modestes combinées à ses grandes ambitions font de lui un homme dangereux. Curieusement, il était ambitieux et en même temps, il manquait de confiance en lui. Ce qui explique qu'il voulait aller beaucoup plus loin que les autres. Thomas Cromwell va bientôt dévoiler son vrai visage. Henri VIII a rompu avec Rome et le pape pour divorcer de Catherine d'Aragon. Près de 900 établissements religieux, monastères, abbayes et prieurés sont désormais placés sous sa seule autorité. On peut comparer cela à une vaste nationalisation. C'est comme si, aujourd'hui, un gouvernement nationalisait la moitié de la richesse privée. Thomas Cromwell voit là l'occasion de s'attirer les bonnes grâces du roi en l'enrichissant. Une fois l'Angleterre libérée de l'autorité du pape, il n'y a presque plus aucune contrainte. Cromwell a les coudées franches pour faire ce qu'il veut. Thomas Cromwell fait démolir des édifices religieux dans tout le pays et saisit tous les biens de valeur qu'il renferme. Il s'empare d'objets précieux, de draps, de vêtements et de lits. Des quantités de livres, des bibliothèques entières sont brûlées. Ils sont jetés dans un grand feu. C'est un moment extrêmement violent, une orgie de destruction à l'encontre d'une grande institution. Il s'agit là d'un phénomène sans précédent. Ce saccage a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. Durant des siècles, ces somptueux édifices ont dominé le paysage, suscitant la fierté et la vénération des habitants. L'argent de cette dissolution va directement dans la poche d'Henri. Les caisses du trésor royal se remplissent et Thomas Cromwell s'assure les faveurs du roi. Henri VIII, comme Thomas Cromwell, sont avides de l'argent qu'apporte le démantèlement des monastères. Cela représente d'énormes richesses. Cromwell veut faire d'Henri un monarque puissant et indépendant, ce qui nécessite des moyens financiers. Mais il ne cherche pas seulement à se faire bien voir du souverain. Il a d'autres projets en tête. Cromwell a passé une grande partie de sa jeunesse à voyager en Europe, ce qui a fait de lui un cosmopolite. Mais sur le continent, il a également découvert certaines idées religieuses radicales. En aidant le roi à devenir le chef suprême de l'Église d'Angleterre, il en a profité pour importer ces idées en Angleterre. Cela le met dans une position délicate vis-à-vis du roi, qui, en dépit des apparences, restera catholique jusqu'à la fin de ses jours. Bien sûr, Henri était tiraillé, mais en même temps, il avait désespérément besoin de l'argent que détenait l'Église catholique. Si Henri est pris de doute, le peuple se montre de plus en plus méfiant et finit par se retourner contre lui.
Les institutions religieuses faisaient partie intégrante du tissu social. Elles venaient notamment en aide aux pauvres. Leur dissolution a donc été perçue comme une atteinte à la vie des plus modestes. En octobre 1536, Henri VIII est confronté à la première insurrection de son règne, connue sous le nom de pèlerinage de grâce. Une grande révolte populaire éclate. Elle rassemble non seulement les gens du peuple, mais aussi les membres de l'aristocratie et les anciens seigneurs féodaux du nord de l'Angleterre. Tous se rebellent pour dénoncer haut et fort l'attaque de la couronne et des réformateurs contre leur église. Henri VIII écoute ces sujets et se dit prêt à envisager une solution pacifique s'il dépose les armes. Mais il n'a aucune intention de tenir parole. Il use de cette supercherie pour désarmer les insurgés. Et une fois qu'ils se sont dispersés, il envoie les troupes de la couronne, les écrase impitoyablement et exécute pratiquement tous leurs meneurs. On voit qu'à la suite de tous ces événements, Henri VIII commence à changer. Il devient le roi tyrannique que l'on connaît aujourd'hui à travers ses portraits. Il s'en prend à son peuple. Il y a de la violence et de la brutalité en lui. Même si Henri VIII a déjà fait montre de sa barbarie par le passé, la cruauté avec laquelle il réprime la révolte marque un tournant. Une ligne a été franchie. Le roi de la Renaissance s'est mué en tyran. Pour la première fois, la loyauté inconditionnelle de ses sujets est ébranlée. Et une dangereuse fissure apparaît dans ses relations avec le principal instigateur de ces réformes, Thomas Cromwell. Henri a beaucoup hésité à suivre le programme de réforme de Cromwell. Ça a créé un fossé entre les deux hommes. Non seulement le roi et Thomas Cromwell sont en désaccord, mais la cour entière est divisée sur la question religieuse. Cromwell se fait des ennemis, au premier desquels Thomas Howard, duc de Norfolk et oncle d'Anne Boleyn. Norfolk en veut à Cromwell pour deux raisons. D'abord, c'est un parvenu, né tout en bas de l'échelle sociale, qui menace les structures féodales de la vieille aristocratie. Ensuite, c'est un adepte de la religion réformée. Norfolk, lui, est un catholique extrêmement conservateur et réactionnaire. Il n'aimait pas la politique religieuse de Cromwell. Il voyait d'un mauvais œil l'influence qu'il avait sur la gestion des affaires publiques. Et enfin, il n'était pas un des leurs. La discorde que Cromwell a semée va bientôt se retourner contre lui, et Norfolk va s'avérer un redoutable ennemi. Mais dans l'immédiat, Cromwell parvient à regagner la confiance du monarque. Il détient en effet une arme secrète. Il connaît bien le caractère d'Henri VIII. Henri était un roi doté d'une faible capacité de concentration. Il ne s'attardait jamais beaucoup sur les affaires du royaume. Pour retenir son attention, il ne servait à rien de hanter la cour. Il fallait aller là où il se trouvait.
Le château de Leeds est l'endroit idéal pour se retrouver seul avec le roi. Dans ce vaste domaine, il s'adonne à l'un de ses passe-temps favoris, la chasse aux faucons. Aujourd'hui encore, on élève des oiseaux de proie au château de Leeds. Mark Brattle est fauconnier. Il dresse lui-même ses oiseaux dès le premier jour et noue des relations très étroites avec eux. Mais à l'époque des Tudors, les oiseaux de proie avaient une fonction bien plus pratique. À l'époque d'Henri VIII, la fauconnerie était surtout un sport réservé aux rois, aux riches et aux puissants, qui la pratiquaient régulièrement. Henri VIII était un fauconnier invétéré. Il allait chasser dans les champs environnants lors de ses séjours au château. Quand on part à la chasse avec ces oiseaux, c'est agréable de se dire qu'il a fait exactement la même chose il y a de ça de très nombreuses années. La fauconnerie était l'une des grandes passions d'Henri VIII. Et surprise, son grand ministre Thomas Cromwell s'y adonnait lui aussi. Il connaissait bien le roi et savait qu'il aimait mélanger le travail et le plaisir. Il l'invitait donc à des parties de chasse au vol et s'arrangeait pour obtenir son accord sur toutes sortes de dossiers, tout en le divertissant. En tant que ministre des Tudors, on n'a jamais un moment de repos. On profite de son temps libre pour savoir ce que le roi a en tête. Et Cromwell en profite pour influencer le roi. La dissolution des établissements religieux se poursuit à un rythme effréné. On démantèle jusqu'à 50 monastères par mois. Pour restaurer son image auprès du peuple, Henri demande à Hans Holbein le Jeune, le peintre le plus en vue de l'époque, de réaliser une peinture murale au palais de Whitehall. Je me rends à la Galerie nationale des portraits de Londres pour rencontrer la conservatrice Charlotte Bolland et voir le dessin original de Holbein. Voici un portrait d'Henri assez impressionnant et même intimidant. Oui, on utilise l'adjectif iconique pour tout et n'importe quoi, mais en l'occurrence, ce portrait l'est vraiment. C'est le dessin préparatoire d'une extraordinaire peinture murale destinée au palais de Whitehall qui a disparu depuis. Voilà la seule trace qui en reste. On pense que l'œuvre a été réalisée en 1536 pour rendre hommage à la dynastie des Tudors. Avec ce dessin, Holbein crée une image radicalement nouvelle d'Henri VIII. Non seulement cette image d'Henri s'est gravée dans la mémoire collective, mais elle est devenue une vision idéale de ce que devrait être un roi. Au fil des siècles, les monarques ont sans cesse été représentés avec cette attitude, ses épaules larges et ses mains sur les hanches. Ça incarne l'idée du pouvoir et de l'autorité. Cette représentation est pourtant très éloignée de l'apparence du véritable Henri VIII. Il a du mal à se déplacer, il grossit, mais grâce à Holbein, son image demeure inaltérable. Hormis cette ébauche, il ne reste de la peinture murale que des copies tardives. Elles témoignent du génie de l'œuvre de Holbein. Lorsqu'on l'observe aujourd'hui, on est tenté d'y voir une photographie, un portrait réaliste d'Henri. Ce n'est évidemment pas le cas. Holbein était un artiste habile qui a fabriqué une image du roi. On parlerait aujourd'hui d'un coup de com'. Oui, et un coup de maître. N'importe quel expert en communication serait ravi que 500 ans plus tard, les gens parlent encore de sa création.
Cette peinture murale deviendra le portrait de référence du monarque et sera plus tard sans cesse copiée. Plus que tout autre homme de l'entourage royal, Holbein a façonné l'image publique d'Henri VIII, une image qui a traversé les siècles. Ces portraits nous montrent à quoi l'homme Henri VIII ressemblait. Mais plus fascinant encore, ils véhiculent l'image qu'Henri voulait renvoyer de lui-même, celle d'un souverain majestueux et d'un astre guidant son royaume. Surtout, Henri VIII voit sa popularité renforcée par un heureux événement qu'il attend depuis longtemps. Le 12 octobre 1537, ici, au palais de Hampton Court, la femme d'Henri, Jane Seymour, met au monde un garçon. À son baptême, célébré en grande pompe 3 jours plus tard, il reçoit le nom d'Édouard. Henri est fou de joie. À la naissance de ce fils tant attendu, il manifeste une joie sans retenue en public. C'est comme un éclair de lumière éblouissant. Et il est entouré de cet éclair de lumière qui justifie ce qu'il est. Il y a 500 ans, mon bureau ici à Hampton Court était la chambre d'enfant d'Édouard. Dès sa naissance, Henri VIII a porté toute son attention à l'éducation et à la protection de son précieux héritier. À cet instant, l'avenir semblait plein de promesses pour Henri. Il adorait son fils. Il espérait vivement qu'il lui survivrait et hériterait du trône. Mais le bonheur d'Henri VIII sera de courte durée. Moins de 2 semaines après la naissance d'Édouard, Jane Seymour succombe des complications de l'accouchement. Sa mort bouleverse profondément Henri VIII. Mais en tant que roi, il doit prendre une autre femme. Une fois encore, il se laisse influencer par les hommes qui l'entourent. Thomas Cromwell s'empresse de lui proposer un parti. Une jeune Allemande de sang noble qui répond à ses propres intérêts. Anne de Clèves était une princesse protestante originaire d'Allemagne, où la Réforme était née. Il voyait en elle un contrepoids aux puissances catholiques européennes, la France, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire des Habsbourg. En ce sens, elle était un excellent parti. Cromwell convainc Henri de la valeur d'Anne de Clèves comme épouse potentielle. Ce dernier envoie donc Hans Holbein faire un portrait d'elle. Il est tellement enchanté du résultat qu'il fait venir Anne en Angleterre. Le problème, c'est qu'elle ne correspond pas vraiment au portrait. À son arrivée en Angleterre, Anne n'était pas si laide que ça. Ce n'était pas une jument des Flandres, comme le roi la surnommait par la suite. Mais elle n'avait pas de charme et elle ne comprenait pas les plaisanteries d'Henri, ni ses démonstrations d'amour courtois. Il s'est vite rendu compte que ce mariage ne pourrait pas lui convenir. Henri accuse Cromwell de l'avoir trompé.
Le duc de Norfolk voit une chance de neutraliser son rival en présentant au roi sa nièce catholique, Catherine Howard. Catherine Howard est très jeune. Le roi repense avec nostalgie à sa jeunesse perdue. Alors quand il voit cette jolie jeune fille coquette et pas particulièrement futée, il est tout naturellement attiré par elle. Les Howard savent très bien ce qu'ils font. Le plan de Norfolk semble fonctionner. La passion que le roi voue à Catherine Howard ne fait qu'accroître son aversion pour Anne de Clèves. Mais Cromwell ne se démonte pas et affirme qu'il ne peut pas revenir sur le contrat de mariage d'Henri VIII. Je suis sûre que Cromwell aurait pu trouver une solution s'il l'avait voulu. Mais il était inquiet de voir qu'Henri était attiré par Catherine Howard. Si jamais il l'épousait et qu'Anne était mise à l'écart, les Howard reviendraient sur le devant de la scène et la position de Cromwell serait menacée. Cromwell finit par obtenir ce qu'il veut. Le 6 janvier 1540, Henri est contraint d'épouser Anne de Clèves. Mais il refuse de consommer le mariage, ce qui est indispensable pour le rendre valide. Voilà donc un roi malheureux qui dit à Cromwell qu'Anne a mauvaise haleine et que dans ces conditions, il ne peut pas accomplir son devoir conjugal. Pourquoi Henri VIII s'infligerait-il cette humiliation si ce n'était pour se tirer de ce mauvais pas? Pendant ce temps, le conflit entre Cromwell et Norfolk prend une tournure personnelle. Un monastère auquel le duc tient tout particulièrement est démantelé, le prieuré de Thetford. Le prieuré de Thetford est le berceau de la maison des ducs de Norfolk. Leurs ancêtres, les Mowbray, y sont enterrés. C'est comme un mausolée de famille. Même s'il s'agit d'un prieuré, il tient pratiquement lieu de chapelle privée pour les Norfolk. Face à la vague de dissolution qui frappe les institutions religieuses, Norfolk tente à plusieurs reprises de sauver Thetford. Mais Cromwell ne veut rien entendre. Le prieuré de Thetford est démoli un mois après le mariage d'Henri VIII avec Anne de Clèves. La rivalité entre Cromwell et Norfolk atteint son paroxysme. Le duc est plus déterminé que jamais à anéantir son adversaire. Le duc de Norfolk, entre autres, profite de l'occasion pour faire tomber Cromwell, en l'accusant de perfidie et de trahison. Le plus important, bien entendu, est de convaincre le roi de sévir avec la plus grande fermeté à son encontre. Mais Henri prend une décision tout à fait inattendue. Il nomme Cromwell garde des sceaux et comte d'Essex. Dorénavant, il siège aux côtés du duc de Norfolk. Et il est même au-dessus de lui. Pour ce dernier, ça n'aurait pas pu être pire. C'est précisément à ce moment-là qu'on démolit le prieuré de Thetford. On ne peut pas imaginer la colère et l'amertume de Norfolk. Cromwell, lui, se sent hors de danger. Mais Henri va bientôt montrer qu'il joue un jeu cruel. Il veut que Cromwell baisse la garde, parce qu'il a déjà décidé de son sort.
Henri VIII a toujours gardé ses distances avec Cromwell. Lorsqu'on venait lui rapporter des rumeurs à son sujet, il était tout oui. Henri VIII était toujours profondément loyal envers ses conseillers et ses plus proches alliés, jusqu'au jour où il ne l'était plus. Il en faut peu pour réveiller les soupçons d'un roi qui est devenu aussi paranoïaque que son père. Le 10 juin 1540, Cromwell assiste à une séance du conseil privé sans se douter de ce qui l'attend. La nature très personnelle des rivalités entre les hommes les plus puissants du roi va alors éclater au grand jour. Norfolk se rue sur Cromwell et lui retire le collier de l'ordre de Saint-Georges. C'est comme s'il voulait ôter tous les honneurs qui permettaient à ce fils de forgeron de cacher sa naissance honteuse. Sa plus haute distinction, la jarretière, lui est retirée. Sous le choc, il est arrêté et conduit à la Tour de Londres dans l'attente de son jugement. La jubilation avec laquelle il lui enlève sa jarretière devant tout le monde et l'emmène comme un vulgaire criminel témoigne d'une vengeance très personnelle. Mais le roi n'en a pas encore fini avec lui, comme le révèle l'un des rares documents écrits de sa main. En haut de la page, on peut voir les questions destinées à Thomas Cromwell. La plupart portent sur Anne de Clèves, la quatrième épouse d'Henri VIII, dont il veut se débarrasser à tout prix. Il demande à Cromwell des preuves pour pouvoir annuler le mariage. Il veut que Cromwell dise tout à ses interrogateurs. Il se concentre tout particulièrement sur les fiançailles antérieures d'Anne avec un autre homme. C'est un point crucial qui permettrait à Henri de se sortir de cette fâcheuse affaire. Cromwell lui a déjà formellement assuré qu'il n'y avait pas de preuves. Mais ce n'est pas suffisant pour Henri. Il fait clairement pression sur Cromwell, qui n'a plus aucune échappatoire. Cromwell finit par donner au roi toutes les preuves dont il a besoin pour se séparer d'Anne de Clèves. Il implore sa grâce. Mais Henri a déjà pris sa décision, sous l'influence du duc de Norfolk, qui a mis le roi dans sa poche. Le 28 juillet 1540, alors qu'Henri s'apprête à épouser Catherine Howard, Cromwell monte à l'échafaud et pose sa tête sur le billot. Malheureusement, comme cela arrivait très souvent au XVIe siècle, le bourreau a fait un vrai carnage. Il a dû lui asséner plusieurs coups de hache et réduire son cou et sa tête en purée avant que celle-ci ne finisse par se détacher. La chute de Cromwell en dit long sur le caractère d'Henri VIII à ce stade, et en particulier sur sa cruauté. Dès que quelqu'un ne lui était plus utile, il disparaissait de la circulation. Le duc de Norfolk s'est débarrassé de Thomas Cromwell, et sa nièce catholique a épousé le roi. Tout se déroule comme il le souhaite. Elle est bien plus jeune qu'Henri. Il la décrit comme sa rose sans épines. Lui, l'homme au charme déclinant, voit en elle un parfait petit bouton de rose. Mais Catherine Howard s'avère une alliée moins fiable que son oncle ne l'espérait. C'était peut-être une rose, mais elle avait des épines qui piquaient Henri VIII là où ça faisait vraiment mal.
Thomas Cranmer, partisan de la Réforme et archevêque de Canterbury, ne voit pas d'un très bon œil cette reine catholique, d'autant qu'elle est la nièce de celui qui a fait tomber son ami et allié, Thomas Cromwell. Il ne tarde pas à découvrir des informations compromettantes sur la nouvelle épouse du roi. Après l'action de grâce pour son mariage qui a été célébré ici à la chapelle royale de Hampton Court, il apprend de la bouche de l'archevêque Cranmer que sa femme a un amant. Henri VIII était fou de rage et il a immédiatement fait arrêter Catherine. Elle a été interrogée, puis emmenée à la Sion House sur les rives de la Tamise et finalement accusée de haute trahison. Des témoignages confirment l'infidélité de Catherine et scellent son sort. Catherine est exécutée à la Tour de Londres le 13 février 1542. Si Henri VIII n'a pas été affecté par l'échec de ses précédents mariages, celui-ci le plonge dans une profonde dépression. Plus jamais il ne fera confiance à personne. Désormais, il gouverne par la peur. Henri VIII était brutal et barbare. Nombreux sont ceux qui, à l'instar d'Anne Boleyn et de Catherine Howard, sont tombés sous les coups de la hache. Et dans la plupart des cas, il n'y avait pas la moindre preuve de trahison. Il était méfiant et ne témoignait aucune loyauté envers ceux qui avaient toujours été loyaux envers lui. La liaison présumée de Catherine avec un courtisan ne fait qu'aggraver la paranoïa d'Henri. Il cherche le réconfort là où on ne l'attend pas, auprès du bouffon Will Somers. Les bouffons étaient bien plus que des ornements frivoles de la cour. Les Tudors pensaient que le rire était vital pour la santé. Mais Will Somers jouissait d'une faveur particulière auprès d'Henri VIII. Il était l'un des seuls hommes en qui le roi pouvait vraiment avoir confiance. Durant les dernières années de son règne, Henri n'avait sans doute plus beaucoup d'occasions de rire. Cet homme proche de la mort, obèse, malheureux et frustré, a engagé le bouffon Will Somers pour l'amuser. Will Somers était véritablement fou, dans le sens où il était certainement simple d'esprit. Mais les personnes comme lui avaient l'estime des Tudors parce qu'on les disait plus proches de Dieu. Grâce à son honnêteté naturelle dépourvue de toute ruse et ambition politique, Will Somers comptait parmi les rares hommes qu'Henri VIII aimait vraiment. Will Somers était non seulement le fou du roi, mais aussi son confident, parce qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait sans en subir les conséquences. Will Somers remplissait le rôle traditionnel des bouffons qui disent la vérité aux puissants. Comme ils n'ont ni famille, ni attaches, ni intérêts familiaux, ils peuvent parler librement au roi. D'où ces liens étroits qui se tissent entre eux. Une proximité telle que Will Somers apparaît sur les peintures comme un membre de la famille. Les bouffons font partie non pas de la famille élargie, mais du cercle familial. Ils incarnent l'honnêteté. Will Somers restera proche d'Henri VIII jusqu'à la fin de son règne. En 1543, Henri VIII épouse sa sixième et dernière femme, Catherine Parr, protestante et favorable à la Réforme. C'est un coup dur pour la faction catholique de la cour. Catherine utilise toutes les prérogatives dont une reine dispose. Le très catholique duc de Norfolk voit avec amertume des membres de la famille de la reine accéder à des positions clés.
Comme toujours, et comme Anne Boleyn et Catherine d'Aragon avant elle, Catherine Parr place ses proches. Une fois qu'elle devient reine, son frère et d'autres membres de sa famille sont promus à des postes importants. À présent qu'Henri a épousé une réformatrice, Édouard Seymour, fervent partisan de la réforme, prend la tête du conseil privé. Alors que catholiques et protestants s'affrontent, le roi est de plus en plus seul et malade. Comme il était sûrement conscient d'être repoussant physiquement et moralement, il s'isolait de plus en plus, restait cloîtré dans les appartements de ses palais et voyait de moins en moins de monde. Dans cet isolement qu'il s'inflige à lui-même, Henri VIII est dépendant de son médecin personnel, William Butts, qui soigne ses douleurs lancinantes à la jambe. Si d'autres ont l'oreille du roi durant son temps libre, lui peut l'influencer lors de ses visites médicales. On peut dire que c'était une position convoitée et privilégiée. Lorsqu'un roi est très malade et reçoit des soins quotidiens, il faut trouver un moyen d'entrer en contact avec lui. À la cour, tout l'enjeu est d'avoir régulièrement accès au monarque. William Butts évoluait dans les cercles protestants de la cour. C'est lui qui a promu de célèbres réformateurs comme Hugh Latimer. De toute évidence, les jours du roi sont comptés. Les luttes entre les différentes factions de la cour s'intensifient car l'héritier du trône n'a que 8 ans. Ils se battaient tous pour le pouvoir. Le pays allait se retrouver entre les mains d'un enfant, Édouard VI, qui était encore un tout jeune garçon. Contrôler cet enfant, c'était contrôler le royaume. Henri VIII doit sentir que sa fin est proche et qu'il va laisser à son fils un royaume profondément divisé s'il ne parvient pas à réconcilier les camps adverses. C'est ainsi que le 24 décembre 1545, il prend les choses en main en lançant un appel direct aux parties en conflit. Henri VIII a tenu un discours mémorable la veille de Noël 1545, non seulement par sa teneur, mais aussi par le fait qu'il s'adressait pour la première fois en personne au Parlement. Son discours révèle un homme usé par des années de lutte acharnée entre ses courtisans, miné par une santé fragile et en proie à un abattement profond. C'est intéressant. Pendant des décennies, Henri VIII a attisé les divisions et les frictions à la cour, alimenté les intrigues politiques et monté les courtisans et les nobles les uns contre les autres. Et maintenant, il appelle à l'unité. Il leur demande de suivre les enseignements du Christ et de s'aimer. Là encore, cela montre peut-être qu'à la fin de sa vie, il est assailli de doutes. Il regrette la violence inouïe qui a accompagné son règne. Il conclut en implorant ses sujets de vivre dans la charité et de s'aimer comme des frères. Mais il sait que ces paroles arrivent trop tard. Au soir de sa vie, il est le témoin impuissant des luttes intestines qui déchirent son royaume. Le 27 janvier 1547 sera l'ultime jour du règne d'Henri VIII. Se sentant à l'article de la mort, il envoie chercher l'archevêque Cranmer. À son arrivée, le roi a déjà pratiquement perdu connaissance. À 2 heures du matin, l'archevêque est auprès d'Henri VIII lorsqu'il rend son dernier souffle.
C'est assez symptomatique. Dans les dernières heures de sa vie, alors qu'il est rongé par la douleur, Henri refuse de voir sa femme et ses filles. Il ne veut être entouré que de ses hommes. L'héritier mâle que le roi a attendu si longtemps monte sur le trône. Il a tout juste 9 ans. Mais l'histoire d'Henri VIII ne s'arrête pas là. Les Archives nationales conservent un document dont le contenu et la portée alimentent encore aujourd'hui les débats. C'est sans doute l'un des documents les plus controversés dans l'histoire des Tudors. Il s'agit du testament d'Henri VIII, qui a été rédigé environ 1 mois avant sa mort. Ce n'est visiblement pas l'écriture d'Henri VIII. Non, en effet, c'est celle d'un copiste. Mais ici, à la fin, il y a la signature d'Henri et en dessous, par ordre hiérarchique, les noms des 10 témoins présents à la signature du document. La polémique porte sur la signature ici, parce que ce n'est pas celle d'Henri. Il s'agit d'un timbre sec qui a été apposé sur la page. Un copiste a ensuite très soigneusement imité la signature d'Henri à l'encre et à la plume, si bien qu'elle a l'air absolument parfaite. Mais comme elle n'est pas de la main d'Henri, il y a peut-être eu là une escroquerie. Le timbre sec permet de libérer Henri VIII de la corvée de signer lui-même des documents. Il délègue cette tâche à un homme du nom de William Clark. Une fois par mois, ce dernier lui remet une liste de documents qu'il a signés en son nom. Ce testament est daté du 30 décembre 1546. Mais ce n'est que la veille de la mort d'Henri que William Clark l'ajoute à la liste des documents signés. Avec ce timbre, les courtisans et les ministres ont un moyen de manipuler Henri VIII pendant son agonie. Ils peuvent s'arroger des pouvoirs étendus et utiliser la signature du roi pour contrôler le jeune héritier du trône. Alors, à qui profite le crime? On sait qu'à la fin de la vie d'Henri, des hommes de son entourage le manipulent afin d'assurer leurs arrières dans le prochain gouvernement. Je veux parler des Seymour. Oui, Édouard Seymour et son frère Thomas. L'ambassadeur espagnol affirme que lorsqu'on a rédigé le testament et cité le nom de Thomas Seymour, Henri a crié « Non, non, non ». Autrement dit, on sait qu'Henri était contre lui. Pourtant, son nom figure parmi les 12 membres du conseil de régence du roi mineur. Henri a donc été amené à le remettre sur la liste. Édouard Seymour obtient le titre de duc de Somerset et la fonction de lord protecteur ou régent, ce qui lui permet de gouverner à la place de son neveu Édouard VI. Édouard Seymour prend les rênes du pays et il modifie le testament pour garder le pouvoir. La faction protestante de la cour a-t-elle manipulé le testament d'Henri VIII après sa mort? La question fait toujours débat. Quand bien même ce serait vrai, ce ne serait que la dernière d'une longue série de manœuvres dont le roi a été victime. Ce sont les hommes proches d'Henri VIII qui ont fait de lui le roi que l'on connaît aujourd'hui. Ils venaient de différentes sphères de la cour, cercles ecclésiastiques, milieux politiques et entourage intime du roi. Tous ont contribué à façonner l'image d'un souverain idéal.
En résumé, on peut dire que la vie et le règne d'Henri VIII ont été moins marqués par ces 6 femmes que par les hommes qui l'ont éduqué, conseillé, irrité ou enchanté pendant 55 ans. Des figures masculines aussi diverses qu'un père étouffant contre lequel le jeune prince s'est rebellé. Des conseillers et ministres qui ont exercé une influence, bonne ou mauvaise, sur son royaume. Ou encore un peintre qui a fait de lui un portrait devenu une icône intemporelle. Lorsqu'on observe Henri VIII à travers les yeux de ces hommes, son règne nous apparaît sous tous ses aspects et avec ses nombreuses contradictions.